Bonjour à tous, assalamu alaikum, Zulflaoum. On se retrouve une nouvelle fois avec toujours cette thématique en toile de fond, le Covid-19, le coronavirus, on en parle aujourd'hui, avec un autre chercheur. Cette fois-ci, il est aux États-Unis. Il s'agit de Dr Belgassem Mehi. Dr Belgassem Mehi, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alors, Belgassem Mehi, merci d'avoir accepté cet échange. Alors, vous êtes, faudrait le dire, chercheur à l'université Washington Saint-Louis. Vous êtes chercheur en immunologie. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que vous avez grandi en Algérie, vous avez fait vos études en Algérie, vous avez quitté l'Algérie d'abord pour la France, pour un master en France. Vous partez ensuite en Belgique, où vous réalisez votre doctorat, vous faites une escapade au Japon, vous faites une escale aux États-Unis, et puis vous revenez aux États-Unis, où vous êtes chercheur actuellement donc à l'université Washington Saint-Louis. Alors, docteur Mehi, vous êtes vétérinaire de formation, et pour commencer cet entretien, on aimerait bien expliquer sur quoi portent vos travaux et quelle est la relation entre l'immunologie et la recherche chez l'animal et chez l'être humain. Pour qu'il n'y ait pas de faux débats au début de cet entretien. En fait, l'immunologie, c'est quoi? Pour faire simple, c'est les systèmes de défense de l'être humain ou de l'animal. Il faut savoir que ces systèmes de défense sont très, très similaires parce qu'ils ont coévolué chez l'humain ainsi que chez l'animal. Comment j'ai fini par travailler chez l'humain alors que je suis vétérinaire. Donc, j'ai commencé à travailler sur des maladies infectieuses chez l'animal. Et puis, de fil en aiguille, un jour, il y a un professeur qui m'a contacté pour travailler sur une maladie qui se transmet de l'animal à l'humain. Donc, j'ai accepté l'offre et à partir de ce moment-là, je travaille essentiellement sur des maladies humaines qui consiste dans le développement de syndromes inflammatoires chez l'adulte ainsi que chez les nouveau-nés. Alors, ça tombe bien. On va parler de vous qui travaillez sur les maladies humaines et vous qui connaissez très bien l'animal. Alors, parlons un peu de la transmission. Alors, on sait aujourd'hui que ce virus arrive de deux espèces en particulier, de la chauve-souris et du pangolin. On sait que ce virus a été transmis à l'homme, mais on ne sait pas de quelle manière. Alors, comment s'est faite cette transmission? Est-ce qu'il est commun, docteur Mehi, qu'il y ait un passage d'une maladie qui existe chez l'animal vers l'homme? D'accord. Pour répondre à votre question, on va situer cette transmission à deux niveaux. Tout d'abord, il faut savoir que les maladies, les pathogènes ont coévolué avec l'humain depuis sa naissance. Il y a ces maladies qu'on appelle zoonoses qui se transmettent à partir de l'animal vers l'homme. Vu qu'on a coévolué, notre système immunitaire a acquis à travers le temps la capacité de se battre contre ces micro-organismes. Maintenant, dans le cas particulier du Covid-19, c'est une nouvelle espèce qui a émergé à partir, comme vous l'avez mentionné, soit d'une chauve-souris, soit d'une autre espèce animale. Maintenant, l'élément déclencheur, c'est une transformation. On sait bien que chez le pangolin ainsi que la chauve-souris, ce virus existait auparavant. Ces espèces, néanmoins, ont la capacité de contenir l'infection, de se défendre contre ce virus. Une fois que ce virus s'est transmis chez l'humain, il y avait un événement majeur, il y a eu une mutation, il y a eu une transformation de ce virus qui a permis par la suite une transmission interhumaine, ce qui n'a pas été possible auparavant. Et en fait, ceci est dû un peu à notre mode de vie, vu qu'il y a des brassages interhumains très denses, essentiellement par le biais des voyages, et bien, la transmission du virus a été possible et très, très rapide. Alors, le patient zéro, parlons-en. Est-ce qu'on en a plus? Avons-nous plus d'informations sur comment le virus
est passé de l'animal à ce patient zéro? Il y a vraiment des informations parcellaires. On ne sait pas exactement, mais ça serait très très bien de retrouver ce patient zéro s'il est encore bien sûr en vie. Parce que ceci nous dirait un peu qu'est-ce qu'il y a eu chez ce patient particulier pour qu'il y ait eu cette transformation qui a permis la transmission interhumaine. Donc c'est un gros point d'interrogation. Néanmoins, on est sûr que ce virus s'est transmis de ces espèces animales, qui sont la chauve-souris et le pangolin, à l'humain. Alors, maintenant qu'on parle de la transmission, y a-t-il des chances que le corps humain, que l'être humain lui-même, puisse développer des défenses naturellement, sans forcément arriver au vaccin, sans forcément arriver aux traitements qui sont prodigués aujourd'hui et qui sont en cours de recherche aussi dans d'autres cas? Tout à fait. En fait, si on regarde un peu la distribution des patients, on va voir qu'environ 80% des gens qui contractent ce virus vont développer des symptômes très très bénins. C'est une grippe avec un nez qui coule, une petite fièvre qui dure 1 à 2 jours, voire asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne développent aucun symptôme et qui vont pouvoir guérir. Du moment qu'ils guérissent, on sait bien que le corps a pu se défendre. Il a été capable de monter une réponse immunitaire pour limiter la progression du virus. Maintenant, la problématique se pose au niveau des 20-15% restants des patients, où il va y avoir une maladie un peu plus sérieuse. Et si vous me donnez une petite minute pour expliquer c'est quoi le problème avec ce virus. Donc, le poumon, naturellement, il a une barrière de cellules avec ce mucus qui est communément appelé les crachats, vous savez, quand vous êtes malade. En fait, cette barrière protège le poumon de l'invasion de tous les microbes qui se retrouvent dans l'environnement de l'humain. Le virus a la capacité de rentrer dans ces cellules, de détruire cette barrière, ce qui va engendrer par la suite une invasion massive par d'autres bactéries qui étaient là et qui ne causaient pas beaucoup d'effets. Une fois que cette barrière est détruite, l'organisme va essayer de se défendre et malheureusement, dans ce processus, le système immunitaire s'emballe un peu et on a ce qu'on appelle un orage inflammatoire ou un orage de cytokines qui va un peu empirer la situation et conduire les patients vers un état de détresse respiratoire qui nécessite une oxygénothérapie, voire une intubation dans des services de réanimation. Pour ces patients-là, il y a un seuil. Ouais. Une fois que le système hospitalier et en particulier les systèmes de réanimation sont en surcharge, on commence à avoir une augmentation très accrue de la mortalité. Donc, un peu pour rassurer vos followers, la maladie est bénigne chez 80%. Néanmoins, la capacité de ce virus à se disséminer de façon très rapide et de causer une maladie sérieuse, grave, chez 20% est la plus grosse problématique. Docteur Mireille, vous parlez du virus, de son impact sur une partie des personnes qui sont aujourd'hui testées positivement au Covid-19, mais ce virus-là a-t-il livré tous ses secrets? Pas vraiment. Pas vraiment parce que ce virus a émergé depuis 3-4 mois. On connaît peu de choses, néanmoins, le travail qui a été fait par les Chinois initialement a beaucoup aidé à comprendre un peu le virus. Et pour ne citer qu'un exemple, la séquence du génome de ce virus a été faite ou a été analysée très rapidement, ce qui nous a permis en fait d'élaborer et de développer un test diagnostique. Maintenant, il y a plusieurs questions qui ne sont pas, qui restent un peu mystérieuses. Et à titre d'exemple, je citerai le cas des enfants.
On sait que les enfants sont en général des porteurs sains, ils présentent très peu de symptômes. On a des théories, certains disent que c'est dû un peu à l'immaturité du système immunitaire chez l'enfant. Il y en a qui parlent de la composition de tout ce qu'on appelle le microbiome des espèces bactériennes qui se retrouvent de l'intestin et qui permettraient à l'enfant de se battre contre ce virus. Mais il y a encore plusieurs questions qui restent à être élucidées. Alors, on dit, d'ailleurs, hier, lors d'un entretien avec une chercheuse algérienne également, qui est chercheuse en microbiologie, et qui travaille d'ailleurs, et qui effectue son stage au niveau de l'IHU Marseille avec professeur Raoult. On aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, mais elle disait que ce virus était tellement complexe que la souche que l'on a trouvée en Chine et celles que l'on retrouve en France et celles que l'on retrouve en Algérie sont structurellement plus ou moins différentes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui. Après, vous pouvez contredire comme vous pouvez. Moi, je vous transmets l'information et vous la commentez comme vous le souhaitez. En fait, cette souche dite algérienne, donc il faut bien la nommer, c'est un peu un duplicata de la souche française. Néanmoins, il faut dire que le virus a changé de configuration depuis son émergence en Chine. On sait qu'il y a un profil qui est différent, par exemple, en Italie, en France, aux États-Unis, ainsi que dans d'autres parties du monde. Maintenant, ces variations sont très minimes. Parce qu'on en parlait l'autre jour avec un virologue à l'université et il disait que ce virus, en fait, il est très infectieux. Il fait déjà du bon boulot. Il n'a pas à muter pour faire mieux. Vous savez, un virus, s'il tue massivement les patients, il n'a plus d'hôtes pour survivre. Donc lui, il a déjà la meilleure stratégie qui existe. Donc, il n'a pas besoin de muter beaucoup. Et on le voit bien, depuis l'apparition en Chine jusqu'à aujourd'hui, il y a eu très, très, très peu de modifications. Maintenant, ces modifications existent. Est-ce qu'il y a un risque qu'il soit plus pathogène? Oui, mais c'est très peu probable. Alors, doit-on... en termes d'espoir, j'ai envie de vous dire, et en termes de placement d'espoir, on va dire que l'espoir, c'est l'argent de nos jours, parce que l'argent ne vaut plus rien pendant cette pandémie, et ça, on le sait, que ce soit les États qui sont incapables et impuissants face à la non-disponibilité de certains matériaux de protection, et que ce soit ceux qui sont riches et qui n'ont plus rien à faire de cet argent. Alors, si on devait prendre l'espoir, doit-on mettre l'espoir, l'ensemble de l'espoir de la planète entière, de l'humanité, sur les travaux de recherche pour trouver un vaccin, ou doit-on espérer que le corps humain puisse lui-même se défendre et puisse lui-même apprendre à se défendre face à ce Covid-19? C'est une question. Donc, en gros, docteur Mihai, doit-on espérer que notre corps s'adapte et puisse lutter seul contre ce virus? C'est une question très importante parce qu'il y a deux approches. Il y a l'approche thérapeutique où on va utiliser un médicament. Il y a l'approche plutôt un peu préventive, celle du vaccin. Malheureusement, le vaccin, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Dans les meilleures estimations, et d'ailleurs le docteur Fauci qui est à la tête de ce comité de gestion de la crise aux États-Unis dans la Maison-Blanche, le disait clairement aujourd'hui, il n'y aura pas de vaccin avant l'année prochaine. Donc moi, si j'ai à choisir, je dirais que l'urgence, c'est de réduire le taux de mortalité et l'intensité de la maladie. Et ça pourrait se faire avec un médicament. Une fois qu'on a un médicament efficace, qu'on réduit la pression sur les institutions hospitalières, on peut imaginer que maintenant, l'homme étant exposé, il va développer une immunité. Et ça dépend, vous savez, des virus.
Il y a des virus qui nécessitent une immunité qu'on appelle immunité collective, en général, ou herd immunity en anglais. Donc, ça peut varier, ça peut être 50, 60, 70%, 90%. Donc, une fois qu'on a ce taux de personnes immunisées, eh ben, le virus ne trouvera pas d'hôte pour infecter. Donc, à mon avis, la priorité est de trouver un traitement. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se faire. On travaille en parallèle sur des essais cliniques pour des traitements, ainsi que des essais cliniques pour le vaccin. Néanmoins, le vaccin, ça prend beaucoup de temps pour le développement. Alors, docteur Mehi, on va parler des travaux de recherche en quelques instants. On va parler des différentes pistes, des différents programmes de recherche qui ont été lancés en Europe et sur le continent américain. Alors, vous avez parlé d'immunité collective et de l'autre côté, vous avez deux écoles, en fin de compte, qui font face à cette pandémie mondiale. Vous avez l'immunité collective dans certains pays scandinaves et au Canada notamment, où on parle d'un programme sur l'immunité collective, et il y en a d'autres qui préconisent plutôt le confinement total et global. Vous en pensez quoi au juste? Doit-on cacher la population ou doit-on plutôt la pousser à aller faire front face à ce virus? C'est peut-être bête ce que je dis, mais je vous donne aujourd'hui tout ce qui existe dans le monde. Tout à fait. Donc, les deux expériences vraiment qu'on a vues en termes de politique, de gestion de cette pandémie, comme vous le dites si bien, c'est deux approches. Soit on fait du confinement, soit on espère que le virus atteint un certain niveau d'infectivité ou d'infection, et à partir de là, on développe une immunité. Pour ce cas-là, il y a deux pays essentiellement. Il y a eu l'Angleterre au début de crise, et on voit bien le résultat. Alors, l'Angleterre qui avait commencé avec le principe de l'immunité collective et qui aujourd'hui passe au confinement. Tout à fait, parce que dès l'explosion des cas, les gens se sont remis un peu en question, ils ont compris que c'est sérieux, que voilà, l'expansion de ce virus va finir par saturer le système de santé. Et encore une fois, la capacité de gestion de ces cas sévères est très très importante. Le deuxième cas est la Suède. Et si vous regardez un peu les données au niveau de la Suède, ce week-end, ça a été le commencement. Et j'en parlais aujourd'hui avec une amie suédoise qui me disait que voilà, les gens commencent à être très très critiques. Et si vous voyez la communauté scientifique en Suède, pour la grande majorité, elle était contre cette mesure-là. Encore une fois, dans l'absence d'un traitement efficace, je pense qu'on ne peut pas aller vers cette approche-là parce que le système de santé va être saturé une fois que vous arrivez à ce seuil, cette capacité d'accueillir des patients en réanimation, le nombre va exploser. C'était le cas de l'Italie, c'est un peu ce qu'on voit actuellement à New York. Donc, moi, j'opterais pour la deuxième mesure qui est beaucoup plus safe. Le confinement total. Alors, docteur Belgasim Mehi, on va parler cette fois-ci des travaux de recherche. Je pense que vous avez suivi, de par votre fonction de chercheur immunologue, mais de l'autre côté, en tant que chercheur dans une université. Aujourd'hui, il y a un exceptionnel, je dirais même, engouement pour les travaux de recherche de professeur Didier Raoult de l'IHU Marseille, et qui en même temps est fortement critiqué par une partie de la communauté scientifique, et d'autres programmes sont menés de l'autre côté. Alors, je vais vous citer plusieurs pistes, et puis vous développez à votre manière et à votre sauce. On parle aujourd'hui de la chloroquine, on parle aujourd'hui du BCG, qui a toujours existé sur le continent africain. On parle aussi du plasma extrait sur les patients qui ont guéri de la maladie. Vous en pensez quoi? Quelle est la meilleure piste selon vous et quel crédit vous donnez aux travaux de professeur Raoult? Donc, je vais commencer par la chloroquine. Le professeur Raoult, c'est un scientifique qui est connu parmi ses pairs. Il génère beaucoup de données scientifiques de qualité. Maintenant, pour cette question précise de l'hydroxychloroquine ou de son protocole thérapeutique, ça c'est un avis personnel.
comme le docteur Hirlef l'a expliqué l'autre jour, le problème, c'est l'étude en soi, parce que la première étude a été réalisée sur un échantillonnage très, très limité. Il n'y avait pas vraiment de groupe contrôle. Et puis, la deuxième étude, il n'y avait pas du tout de groupe contrôle. Si vous me posez la question, moi, je pense que c'est aux médecins de décider de l'utilisation. Néanmoins, il faut dire aux patients, donc il faut avoir leur consentement et leur expliquer qu'on va tenter le tout pour le tout, sans garantie d'efficacité, parce qu'il n'y a pas d'études qui démontrent, bien contrôlées, qui démontrent que l'hydroxychloroquine est efficace. Je pense que le professeur Raoult aurait dû garder ce débat dans la sphère scientifique et non pas l'emmener vers la sphère publique, parce que après ça a suscité beaucoup d'angoisse, ça implique beaucoup de pression, surtout sur le politique. On le voit aujourd'hui avec la conférence de presse de Trump qui contredit son médecin-chef sur la question de la chloroquine, parce qu'il y a une demande derrière. Moi, ce que je veux dire par là, la chloroquine, c'est aux médecins de décider de l'utiliser ou pas. Vu qu'on est en situation de guerre, ça justifie un petit peu l'utilisation, mais il ne faut pas propager ce discours qu'on a un traitement, parce que la population va se relâcher, elle va ressortir, et dans 2-3 semaines, s'il s'avère que cette molécule n'est pas efficace, ça sera un peu catastrophique. Maintenant, pour le BCG, je vais l'inclure dans un ensemble plus large. Il y a plusieurs études. Il y a une étude qui a été publiée par une équipe australienne qui, dans les médias, parle, qui s'appelle l'ivermectine. C'est un produit parasitaire qu'on connaît, qui a été utilisé largement. Il faut savoir que la majorité de ces études sont à l'état d'études cellulaires, c'est-à-dire c'est des cellules dans le laboratoire qu'on traite, qu'on infecte et qu'on traite et on voit à peu près. Il faut savoir que l'humain est beaucoup plus complexe. Il se pourrait que la molécule marche dans les cellules et qu'elle ne marche pas chez l'humain. Donc, ce qu'il faut faire avec toutes ces molécules, et je l'espère bien, pour celles qui démontrent un potentiel intéressant, on passe rapidement à des essais cliniques contrôlés avec des groupes de patients qui ne reçoivent pas le traitement et un groupe traité. Comme ça, on saura si la molécule est efficace ou pas. Maintenant, pour l'utilisation du plasma des personnes qui ont guéri, encore une fois, je parlais avec l'un de nos virologues ce matin et il me disait, en fait, on utilise cette approche en dernier lieu. Ce n'est pas une approche que vous allez pouvoir généraliser sur l'ensemble de la population mondiale. Ce n'est pas réaliste. Donc, je pense que cette procédure serait plutôt pour des patients très malades. On tentera pour essayer d'améliorer. Après, vous savez, moi, si vous me demandez aujourd'hui sur la protection ou sur le développement d'un système immunitaire efficace vis-à-vis de cette maladie une fois que vous l'avez, je dirais oui. Mais il faut savoir que jusque-là, on n'a pas de données scientifiques précises qui le démontrent. Donc, encore une fois, il faut y aller rapidement pour des essais cliniques afin de démontrer que ces approches combinées sont efficaces. Et à partir de là, on peut envoyer un message rassurant, clair et honnête à la population pour leur dire on a une thérapeutique qui marche. Parce que si on ne le dit pas aux gens, vous savez, les gens vivent une période de détresse. Il y a des gens qui ne travaillent pas, vous savez, ils pensent à leur gagne-pain tous les jours. Et du moment que vous leur dites qu'il y a une possibilité de traitement, première chose qu'ils vont faire, ils vont partir travailler. Donc, il faut être clair. La seule qui s'est avérée efficace aujourd'hui, c'est le confinement. Et d'ailleurs, les résultats le démontrent. En France, en Italie, avec New York, on commence un peu à voir une amélioration. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et moi, je rejoins un peu le discours du ministre de la Santé algérien qui a expliqué aux gens
que vous pouvez mettre autant d'équipements, de possibilités de prise en charge, ça ne suffira pas si vous ne respectez pas ce confinement. On le voit avec des pays qui ont beaucoup plus de moyens que nous et qui galèrent un peu avec la situation. Donc, encore une fois, le message, restez chez vous jusqu'au jour où on aura une approche plus efficace. Alors, sur l'éradication du virus, docteur Belgassem Mehi, peut-on craindre une rechute de certains patients qui ont guéri du coronavirus? Je vais reprendre un peu ce que le docteur Fauci, l'un des experts mondiaux en termes d'immunologie antivirale, il disait maintenant, si je dois faire un pari, je parierai là-dessus. Dans l'histoire des virus émergents, voire des virus existants, on ne connaît pas de personne qui a guéri et qui n'a pas eu une immunité efficace pour au moins ne pas se réinfecter encore une fois. Ceci dit, ce virus peut se développer dans 6 mois, dans une année, il peut muter, il peut changer, il peut se transformer. Mais une fois qu'on a un traitement et une fois qu'on a une base de production de vaccins, le processus sera plus court. On pourra le prendre en charge en moins de temps. Donc, il y aura moins de risques. On ne sera pas dans cette situation un peu, je dirais, maladive, entre guillemets, où tout le monde a peur. Je pense que les gens, il n'y a pas d'évidence scientifique, mais je pense que les gens qui l'ont eu, qui ont guéri, ils doivent être en mesure de combattre efficacement le virus. Les 2 dernières questions avant de vous laisser repartir, docteur Belgassem Mehi. Y a-t-il eu un monde avant le corona et il y aura un nouveau monde après le corona, ou est-ce qu'on va continuer à vivre le plus normalement du monde? Encore une fois, je vais reprendre ce que le docteur Fauci a dit. Il a utilisé exactement la même expression que vous. Bien sûr qu'il y a eu un avant et un après. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu ce qui s'est passé sur l'ensemble de ces 4-5 dernières années, il y a un monsieur qui s'appelle Bill Gates et qui prêchait dans toutes les paroisses qu'il faut prendre au sérieux le risque pandémique. Il l'a fait pendant 5 ans. Et malheureusement, les grandes puissances n'ont pas écouté et on le paie aujourd'hui très très cher. Bien sûr qu'il y a un avant et un après parce qu'on voit l'impact sur l'économie. L'économie est à genoux partout dans le monde. Donc, vous savez, la crise des subprimes en 2007-2009, qui était moins importante, il a fallu 10 ans pour repartir. Donc, je présume que cela va être un peu plus grave. Le comportement humain. D'ailleurs, je lisais tout à l'heure un article, les Chinois viennent d'interdire la consommation de viande canine et féline parce que ça représente un risque. Donc, ça se répercute sur le comportement, même le comportement social. Vous savez, être en fait dans une bulle chez soi, je pense qu'on n'a jamais vit une telle expérience. Bien sûr qu'il y a eu un avant et un après. Maintenant, il faut lancer un message d'espoir. Ouais. J'espère que les politiques, partout dans le monde, réalisent qu'on ne peut pas à chaque fois pensionner dans le budget de la santé et de la recherche. Surtout dans le monde où on vit. On le voit bien, c'est très important. Donc, oui, il y a un avant et un après. Pour finir, peut-être une information qui ferait plutôt partie de la catégorie faits divers. On aurait découvert le coronavirus cette fois-ci chez des tigres aux États-Unis. Tout à fait. Comment vous l'expliquez? Alors, à ce moment-là, doit-on expliquer la chose? Doit-on se dire que le virus est passé de la chauve-souris au pangolin à l'être humain pour repartir de l'être humain vers l'animal, le tigre notamment? Tout à fait. En fait, on a 2-3 études qui démontrent que ça peut se transmettre aux félins et aux canidés. Il y a eu un chien qui a été testé positif.
Il y a eu un chat qui a été testé positif ici aux États-Unis, ainsi que le tigre récemment. Néanmoins, il faut dire aux gens qu'on n'a aucune évidence que ces animaux-là, une fois infectés, ils peuvent transmettre la maladie. Donc, il faut prendre certaines précautions pour les gens qui ont des animaux de compagnie. S'ils ont des signes ou des symptômes de grippe, il faut qu'ils s'éloignent de leurs animaux. Mais on n'a pas d'évidence aujourd'hui, et je le répète bien, parce que le risque est que les gens commencent à se débarrasser de leurs animaux. Et ça serait encore une problématique dont on n'a pas besoin pour le moment. Parce que si tout le monde va lâcher son animal de compagnie dans la rue, vous pouvez imaginer que ça va être un désastre. Exact. Docteur Belgasmeri, c'était un plaisir. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Il est, alors, si je ne me trompe pas, hein, il doit être, il est 2 ou 3 heures du matin chez vous aujourd'hui. Pardon ? 2h49. Il est 2h49 et vous êtes sorti de l'université très très tard, ça vaudrait le dire, et vous avez accepté cette interview à l'arrache. En tout cas, c'était un plaisir. Comme le veut la tradition, il y a toujours un message de nos chercheurs, de nos scientifiques, de nos médecins à l'ensemble de la population, en tout cas à la catégorie qui regardera, ou à la minorité plutôt, pour trouver le terme exact, qui regardera cette vidéo. Quel est le message que vous souhaiteriez envoyer aux Algériens aujourd'hui ? Le message, c'est un peu le message que tout le monde est en train de prêcher en ce moment. Comme on l'avait dit, on n'a pas de traitement efficace. Il faut aider nos médecins à faire face, il faut aider les autorités à faire face. Et la seule solution, c'est de rester chez soi, de respecter toutes ces mesures d'hygiène, de se laver les mains, de porter des masques quand c'est possible. Si quelqu'un se sent un peu malade, qui se met à l'écart des autres. J'espère, Inch'Allah, que ceci nous permettra de traverser cette pandémie avec le moindre mal, si j'ose dire. Et puis, l'autre message, c'est encore une fois, cette crise nous a montré que la maîtrise de l'outil technologique, c'est la seule voie salvatrice. Donc, il faut investir massivement dans la recherche, dans tous les domaines et dans le système de santé. Surtout, on est dans les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et toute cette catégorie-là. Merci Belgasmeri, merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes chercheur algérien installé aux États-Unis. Vous êtes chercheur en immunologie à l'université Washington Saint-Louis, que vous avez fait vos études entre la France, la Belgique, que vous avez travaillé au Japon, que vous avez travaillé dans plusieurs villes américaines. Et en tout cas, c'était un bonheur et un plaisir de vous avoir avec nous. Merci encore. Le plaisir est pour moi. Et à bientôt.